Musique. Pourquoi les esprits les plus brillants de l'histoire de l'humanité choisissent-ils si souvent la voie de la solitude? Pourquoi les génies n'aiment-ils pas le tourbillon bruyant de la vie publique? L'isolement est-il un fardeau ou un privilège réservé à quelques privilégiés dotés d'une grande intelligence? Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus pessimistes et les plus perspicaces du 19e siècle, nous a laissé ses réponses à ces questions, et elles sont loin d'être flatteuses pour la société. Selon lui, le monde est peuplé de gens superficiels dont les actions sont dictées par des passions mesquines, englués dans des conversations sans intérêt et des divertissements triviaux. Le génie, par sa nature même, exige une distance par rapport à cette vanité médiocre. Comme l'a écrit Schopenhauer lui-même, la solitude est le lot de tous les esprits exceptionnels. Mais dans quelle mesure ce point de vue est-il vrai? Le mépris de la socialisation n'est-il que le symptôme d'une incapacité à entrer en contact avec les autres? Prenons des noms comme Nikola Tesla, Emily Dickinson ou Isaac Newton, dont le génie est inextricablement lié à leur mode de vie isolé. Étaient-ils des exemples d'intelligence s'élevant au-dessus de la banalité? Ou n'étaient-ils que des hommes isolés, condamnés à errer seuls dans le monde? Nous allons plonger dans les idées de Schopenhauer pour comprendre pourquoi les intellectuels semblent être les moins enclins à aspirer à la vie publique. Nous tenterons de comprendre s'il s'agit d'un avantage ou simplement d'une forme d'aliénation. Arthur Schopenhauer considère la solitude non pas comme un choix personnel, mais comme le résultat naturel d'une capacité intellectuelle exceptionnelle. Plus la supériorité intellectuelle d'un individu est grande, plus il lui est difficile de trouver des personnes partageant les mêmes idées, capables de comprendre et de partager ses pensées et ses expériences profondes. Selon lui, une intelligence élevée constitue une barrière naturelle entre l'individu et la société, car les priorités et les intérêts de la majorité sont fondamentalement opposés aux horizons de ceux qui ont une vision plus large du monde. Le philosophe soutenait que l'homme ne trouve son vrai moi que dans la solitude, et l'incapacité d'aimer la solitude est la preuve d'une aversion pour la liberté, car ce n'est que dans la solitude que l'homme est vraiment libre. Pour Schopenhauer, la solitude n'est pas seulement un fardeau, mais une condition nécessaire à la préservation de l'individualité. Il considérait la société comme un environnement où l'intellect est souvent étouffé par les normes sociales et les intérêts terre-à-terre du courant dominant. Schopenhauer soulignait que les personnes intellectuellement supérieures aux autres se sentent souvent étrangères lorsqu'elles tentent d'interagir avec le monde quotidien, car leur regard pénètre plus profondément que le superficiel, ce qui leur permet de saisir des vérités hors de portée de l'entendement commun. Des exemples de cet isolement peuvent être trouvés dans l'histoire en examinant le destin des génies. Nikola Tesla, par exemple, a passé une grande partie de sa vie dans l'isolement, évitant tout contact humain, estimant que cela pouvait interférer avec son travail scientifique. Friedrich Nietzsche, un autre penseur qui appréciait la solitude, affirmait que la foule est comme la mer dans laquelle périssent les esprits libres. Néanmoins, un tel isolement a son prix. Le désir de se libérer de l'emprise des normes et des conventions acceptées se transforme souvent en un profond sentiment d'isolement. Schopenhauer, philosophe perspicace, était conscient de ce dilemme complexe, réalisant que la solitude, tout en donnant de la liberté aux esprits brillants, peut en même temps être un lourd fardeau pour l'âme. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, de nombreux intellectuels de renom ont connu des périodes de profonde dépression et d'anxiété. Et cela n'est pas dû à leur faiblesse, mais à leur capacité à voir le monde dans sa véritable profondeur, inaccessible à la majorité. Une question légitime se pose. Cet isolement est-il une malédiction ou une bénédiction? Pour Schopenhauer, la réponse est sans équivoque. Il a exhorté les grands penseurs à considérer la solitude comme un cadeau inestimable. Après tout, ce n'est que dans le silence, loin de la vanité et de la médiocrité sociale, qu'ils peuvent atteindre le sommet de leur potentiel intellectuel et faire les plus grandes découvertes. Schopenhauer ne voyait pas la vie sociale comme un espace permettant un échange sincère d'idées ou une véritable intimité humaine. Il la voyait plutôt comme un vaste théâtre où chacun joue un rôle prédéterminé, embourbé dans une farce sans fin d'apparence extérieure et d'intérêts égoïstes. Pour lui, la société est une scène où les gens se donnent en spectacle, cachant habilement leurs véritables intentions derrière des masques soigneusement construits. Dans la plupart des cas, la sociabilité n'est qu'un moyen de cacher sa banalité et sa médiocrité. Cette vision pessimiste du monde se reflète dans son opus majeur, Le monde comme volonté et représentation,
où il affirme que tout ce que nous percevons n'est rien d'autre qu'une projection de notre propre esprit. Pour Schopenhauer, la vie sociale n'est qu'une illusion, un spectacle qui détourne l'homme d'une véritable connaissance de lui-même et de la vraie nature du monde. Arthur Schopenhauer, philosophe pessimiste allemand, était d'avis que la grande majorité de l'humanité s'enlise dans la routine des préoccupations quotidiennes, telles que la recherche d'un statut social, la diffusion de ragots et les petites querelles pour le pouvoir et la reconnaissance. Dans sa conception philosophique, l'homme ordinaire est présenté comme un prisonnier de la volonté, une force aveugle et irrationnelle qui gouverne inexorablement les actions des gens, les maintenant dans l'esclavage de désirs sans fin. Le désir d'approbation sociale, selon le penseur, n'est que le reflet de cette volonté débridée. Il convient de noter qu'un tel mépris de la vie publique n'était pas l'apanage de Schopenhauer. De nombreux autres esprits éminents ont également exprimé une attitude critique à l'égard de la superficialité de la société. Friedrich Nietzsche, par exemple, a affirmé que les croyances sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges, soulignant la tendance des gens à s'accrocher à des illusions au lieu de regarder honnêtement la réalité. Ce conflit fondamental entre la recherche de la connaissance et les exigences de la vie sociale a créé, selon les philosophes, un gouffre presque insurmontable. Cependant, le retrait de la société a un inconvénient. Une solitude prolongée peut conduire à la désillusion, à l'apathie et même au mépris du monde extérieur. Schopenhauer a reconnu ce danger et a averti que pour ceux qui sont capables de voir la vérité derrière le voile des illusions sociales, la seule issue est d'accepter et de vivre avec cette dure réalité. Mais comment cet isolement se manifeste-t-il dans la vie quotidienne? Et pourquoi les personnes qui sont intellectuellement supérieures à leur entourage se sentent-elles souvent profondément frustrées par leurs interactions avec la société? Schopenhauer n'a pas hésité à décrire sa vision de l'humanité. Selon lui, la plupart des gens ne sont mus que par des intérêts superficiels et égoïstes, sans le moindre désir de contemplation ou de réflexion profonde. Cela crée une distance insurmontable entre les individus intellectuellement avancés et la masse, qui est absorbée par des préoccupations triviales et des futilités. La médiocrité a tendance à se glorifier elle-même, tandis que le génie est exposé à l'image réelle de la médiocrité générale, ce qui le condamne à la solitude. Cet isolement intellectuel est dû au fait que le penseur profond cherche à aller au cœur des choses, alors que les Philistins sont accaparés par des préoccupations triviales telles que le statut social et les divertissements éphémères. Le génie aspire à percer les mystères fondamentaux de l'existence, mais en essayant de partager ses idées, il se heurte souvent à l'indifférence ou à l'incompréhension totale. Cela explique la frustration que de nombreux esprits exceptionnels ont ressentie à l'égard de la société. Arthur Schopenhauer, par exemple, dédaignait de fréquenter les gens ordinaires, estimant que la médiocrité de la majorité étouffe le génie de quelques-uns. Cette pensée trouve un écho dans la célèbre déclaration de Voltaire. Le moyen sûr d'ennuyer les autres est d'épuiser le sujet. Le problème ne réside pas seulement dans les difficultés de communication, mais aussi dans la différence fondamentale des intérêts. Le génie cherche à comprendre les vérités universelles, tandis que la majorité ne cherche que le plaisir et le divertissement. Ce conflit est inévitable et, selon Schopenhauer, ce déséquilibre intellectuel fait de l'interaction sociale un lourd fardeau pour les personnes très intelligentes. Nikola Tesla, par exemple, évitait les événements sociaux et les conversations futiles, les considérant comme une perte de temps inutile. Isaac Newton était connu pour son détachement et son intolérance aux conversations banales. Même Albert Einstein, l'un des scientifiques les plus éminents de l'histoire, a admis qu'il préférait la solitude à la compagnie de personnes qui ne partageaient pas son désir d'idées profondes. Cependant, ce retrait de la société n'est pas toujours le choix volontaire d'un génie. Souvent, la société elle-même rejette ceux qui sortent des sentiers battus. Les idées novatrices et non orthodoxes provoquent souvent un malaise et une résistance. Friedrich Nietzsche appelait cela le ressentiment de la médiocrité, la tendance de la majorité à mépriser et à attaquer ce qu'elle ne comprend pas ou ce qui lui donne un sentiment d'infériorité. Ainsi, le génie n'est pas seulement mis à l'écart par sa propre volonté, mais il est aussi repoussé par l'hostilité du monde qui l'entoure. Cette aliénation forcée peut engendrer un sentiment d'isolement, voire de mépris de la vie sociale. Cela soulève une question fondamentale. Comment les grands penseurs doivent-ils faire face à cette réalité si le monde se révèle être un endroit hostile pour eux?
Pour Schopenhauer, la solution ne consiste pas à essayer de s'adapter à la société, mais à embrasser et à cultiver la solitude comme un refuge pour la pensée et la contemplation. Pour Schopenhauer, la solitude est à la fois une fatalité et un choix. Il voyait l'isolement comme une conséquence inévitable d'une intelligence supérieure, ainsi que comme une opportunité de développement intellectuel et spirituel. L'homme ordinaire ne supporte pas la solitude parce qu'il ne se sent bien qu'en compagnie des autres, tandis que l'homme élevé recherche la solitude parce qu'il s'y retrouve lui-même. Cette vision nous amène au point principal. La solitude n'est pas une punition, mais un privilège. Elle donne au penseur la possibilité de se plonger dans ses propres idées sans être distrait ou absorbé par les interactions sociales vides qui dominent la vie quotidienne. C'est dans cet espace tranquille que la créativité s'épanouit et que la compréhension s'approfondit. Nombre des plus grands penseurs, scientifiques et artistes de l'histoire ont fait de la solitude leur compagnon inséparable. Emily Dickinson a passé une grande partie de sa vie dans la solitude, se consacrant uniquement à son œuvre littéraire. Emmanuel Kant était connu pour son emploi du temps quotidien strict et son dédain pour les événements sociaux. Ludwig van Beethoven, qui souffrait d'une surdité progressive, a trouvé dans la solitude une source d'inspiration pour créer certaines des symphonies les plus puissantes de l'histoire. La solitude permet non seulement d'approfondir le processus de réflexion, mais aussi de préserver l'authenticité du génie. Arthur Schopenhauer affirmait qu'un esprit de génie, s'il est trop immergé dans la vie sociale, court le risque de se dissoudre dans la vanité et de perdre la clarté de sa pensée. Cette idée est conforme au principe bouddhiste de non-attachement, qui a eu une influence significative sur la philosophie de Schopenhauer. Le bouddhisme enseigne que la dépendance à l'égard du monde extérieur et des liens sociaux conduit souvent à la souffrance, et que la véritable croissance passe par l'introspection intérieure et la libération des illusions du monde matériel. Ce choix recèle toutefois une contradiction. Les êtres humains sont par nature des créatures sociales, et le besoin d'appartenance est inscrit dans notre biologie. La solitude prolongée peut provoquer la nostalgie et la mélancolie. Même d'éminents penseurs, malgré leur amour de la solitude, ont ressenti le besoin de liens significatifs. Friedrich Nietzsche, par exemple, considérait lui aussi la solitude comme un chemin vers la grandeur, mais reconnaissait sa morbidité. Dans son œuvre « Ainsi parlait Zarathustra », il dépeint un philosophe reclus descendant d'une montagne pour partager sa sagesse, mais se heurtant au rejet et à l'incompréhension. Ce dilemme est bien réel. Le détachement de la société donne de la liberté, mais impose des fardeaux existentiels difficiles à supporter. Schopenhauer a proposé sa propre solution à ce problème. Selon lui, si le génie ne peut s'adapter pleinement à la société, il est possible d'interagir avec le monde sans se laisser engloutir par la médiocrité. La clé est le détachement philosophique, une sorte de neutralité émotionnelle qui permet de coexister avec les autres sans s'impliquer trop profondément dans leur vie. Cette approche soulève une question importante. Comment vivre dans le monde sans se dissoudre dans sa superficialité? Si la possession d'un esprit exceptionnel condamne à la solitude, comment les grands penseurs parviennent-ils à vivre dans la société sans se sentir écrasés par sa vanité? Schopenhauer voit la solution dans le détachement philosophique, estimant que le bonheur est accessible aux personnes qui se suffisent à elles-mêmes. Le secret n'est pas d'essayer de s'adapter ou de changer les autres, mais de développer un détachement serein comme un observateur qui analyse la réalité sans se laisser affecter par elle. Au lieu de lutter contre la médiocrité du monde, le penseur doit apprendre à le regarder avec curiosité, comme un scientifique devant une expérience, mais sans implication émotionnelle. Cela signifie accepter la futilité de la vie séculière sans s'irriter, comprendre les limites intellectuelles de la majorité sans se sentir frustré et maintenir son indépendance mentale sans avoir besoin d'une approbation extérieure. Cette approche est proche du stoïcisme qui prône la maîtrise des émotions face à l'adversité. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Libère-toi de tout ce qui échappe à ton contrôle. Le monde sera toujours rempli de divertissements vides et de discours sans intérêt, mais seul l'individu décide de ce qui mérite son attention. Le penseur ne doit pas s'isoler complètement de la société, mais doit interagir avec elle de manière sélective, en absorbant ce qui est utile et en rejetant ce qui est inutile. Bien que Schopenhauer n'ait aucune sympathie pour la société, il ne considérait pas l'isolement total comme une solution.
Il se rendait compte que même les grands esprits avaient besoin de compagnie, que ce soit pour échanger des idées ou simplement pour éviter la solitude. Le secret, selon lui, réside dans la capacité à choisir son cercle social et à réduire les interactions au minimum nécessaire pour vivre en paix sans perdre la tête. Cette philosophie est particulièrement pertinente aujourd'hui, à l'ère du divertissement numérique, des fake news et des relations superficielles. La capacité à filtrer les informations et les interactions est devenue une nécessité. L'intelligence, ce n'est pas seulement comprendre le monde, c'est aussi être capable d'y naviguer sans se perdre. Arthur Schopenhauer suggère de ne pas s'affliger de l'incompréhension du grand public, mais d'y voir un symbole d'indépendance de pensée. Certes, la solitude peut être pesante, mais elle offre en même temps une occasion unique de se plonger dans ses propres réflexions sans être soumis à la pression extérieure. Un dilemme se pose alors. Faut-il rechercher la conformité ou accepter le monde dans sa globalité tout en protégeant son autonomie intellectuelle? Si le lecteur est parvenu à ce stade, il a probablement déjà compris que la relation entre intelligence et aliénation n'est pas un accident, mais le résultat naturel d'une réflexion approfondie. Schopenhauer a démontré de manière convaincante que les esprits éminents trouvent souvent la solitude plus agréable que la compagnie de leur pairs, non par arrogance, mais parce que la frivolité des bavardages peut ennuyer ceux qui sont capables de pénétrer au-delà de l'enveloppe extérieure